Faut-il réellement mettre de l'apport lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier? Si tu te poses cette question, bah écoute, on va voir la réponse tout de suite. Donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner. T'abonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir connaître toutes les astuces et tout ce qu'il faut faire et savoir faire afin de pouvoir investir en 2020, en 2021, en 2022 ainsi que les années suivantes. La seconde chose, c'est que tu vas pouvoir savoir comment obtenir un oui auprès du banquier et shooter ton prêt immobilier. Et la dernière chose, c'est que tu vas pouvoir suivre des success stories, donc des clients que j'ai accompagnés et qui vont pouvoir t'expliquer comment ils sont passés d'un état de rêve ambitieux à la réalité. Donc, je t'invite à t'abonner. Pour ça, je te laisse quelques instants, quelques secondes et puis on démarre tout de suite. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste t'abonner. Félicitations à toi. Comme je viens de te le dire, le thème de la vidéo aujourd'hui, le thème abordé, c'est faut-il mettre de l'apport? C'est une question qui revient tout le temps, je viens de dire même. Tout le temps, lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier, on se demande, ok, j'ai quelques deniers, est-ce que je dois les mettre ou non? Donc on va aborder ces points-là. On va également regarder le point de vue de la banque. Donc on va regarder en tant qu'investisseur et également en tant que banquier, comment le banquier va regarder ça. Et à la fin, tu pourras faire ton choix par toi-même. Tu pourras te dire, ok, il faut que je mette de l'apport ou il ne faut pas que je mette de l'apport. Je vais également te donner mon avis là-dessus, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir connaître les trucs et astuces qui vont te permettre de pouvoir soit financer un bien immobilier sans apport, ou soit financer avec de l'apport, mais à hauteur de combien de l'apport que tu vas mettre. Alors déjà, dans un premier temps, je vais retracer quand même les choses pour que tu puisses le savoir. Lorsque tu vas acheter de l'immobilier, tu vas avoir des frais. D'accord? On dit qu'ils sont à hauteur de 10% de la valeur du bien. Donc si on reprend un exemple, ça va être pour un bien de 100 000 euros, ramener 10 000 euros d'apport. Cela va comprendre les frais qu'on appelle frais de notaire. Il va également avoir les frais de garantie et des frais de dossier ou des frais de courtage si tu passes par un courtier. Sans ces frais-là, tu ne peux pas donc arriver à l'acte authentique, et si tu n'arrives pas à l'acte authentique, tu auras compris que tu ne peux pas être propriétaire. Lorsqu'on souhaite investir, il y a une question qui se pose et qui vient très régulièrement, c'est faut-il utiliser l'argent de la banque entièrement ou faut-il mettre de l'apport? Écoute, moi je vais y mettre des nuances et je vais également te donner quelques informations, des données techniques qui vont te permettre de pouvoir savoir quand est-ce que tu veux mettre de l'apport ou non. La première chose et la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de mon argent? Si aujourd'hui, parce que ça m'arrive d'avoir des clients comme ça, si aujourd'hui tu as de l'argent dans tes comptes et que ces comptes sont des comptes dormants, dont ton compte chèque, dont ton livret A ou LDD ou tout autre livret d'épargne auquel tu gagnes 0,80 tous les 5 ans, pour moi, je pense qu'il serait peut-être plus intéressant d'injecter une partie de ton apport à défaut de le laisser. Bien sûr, il va y avoir des nuances. Dans le cas d'une résidence principale, ce n'est pas pareil. Je vais te dire potentiellement de mettre de l'apport légèrement dans l'idée où tu vas par la suite bien sûr investir. Parce qu'il va peut-être te falloir de l'apport pour pouvoir investir. Dans le cadre d'un investissement locatif, on va également y mettre des nuances. Que ce soit un investissement locatif qui a pour but d'avoir une approche patrimoniale, ce que je vais appeler une approche patrimoniale, excuse-moi, on y arrive, c'est que tout simplement, tu n'as pas pour objectif de gagner énormément de cash flow, mais c'est un endroit qui va gagner de la valeur, qui gagne de la valeur. Et donc, ce que tu veux, c'est tout simplement spéculer, on va dire, spéculer un maximum sur ce bien-là. Là, il va y avoir une approche qui, selon moi, va être rationnelle à l'idée de mettre de l'apport, de mettre un apport peut-être plus important que sur d'autres types de projets. Pourquoi? Tout simplement parce que ce bien-là, qui a donc une approche patrimoniale, en règle générale, il a une approche patrimoniale, mais il ne ramène pas forcément beaucoup de cash flow. D'accord?
pour ceux qui ne savent pas, le cash flow, c'est donc l'excédent entre la mensualité et entre le loyer que tu perçois. Donc plus tu vas avoir de mensualité, plus tu vas avoir de crédit plutôt, plus tu vas avoir de mensualité. Et ça va t'empêcher par la suite de pouvoir partir sur un autre type de bien qui lui n'est pas patrimonial mais qui a pour but de te ramener du cash. Tout simplement, une machine à cash comme j'ai l'habitude de l'appeler. Donc ça risque de te bloquer, de te freiner. Il est plus intéressant à ce moment-là, selon moi, en tout cas c'est ce que je conseille à mes clients, de partir sur un projet où tu mets de l'apport pour les frais, soit les 10%, soit une moitié en fonction de ce que la banque peut te proposer, dans l'idée où tu n'as pas forcément de travaux, bien sûr, dans l'idée où tu as encore un matelas de trésorerie. Dans tous les cas, peu importe l'exemple que je vais te donner, l'objectif, c'est que tu aies un matelas de trésorerie à la fin. D'accord? C'est quand même que tu aies un matelas de confort qui te permette, au cas où, si la chaudière pète, si tu as un accident quelconque en rapport avec ce projet-là ou un coup dur de la vie, que tu puisses rebondir. Vulgairement, il ne faut pas se mettre à poil en fait. Et ça, c'est important à comprendre. Mais dans une approche patrimoniale, il va y avoir un intérêt de mettre de l'apport. Pour toi, pour baisser ton endettement et également aussi pour pouvoir faciliter l'obtention du prêt. Parce que plus tu mettras de l'apport et plus il sera simple pour le courtier ou pour le banquier d'obtenir un oui auprès de la caution ou auprès d'un responsable. D'ailleurs, j'en profite de ce moment-là pour te dire que si tu souhaites rentrer en contact avec moi, c'est pas compliqué, les liens sont juste en bas. Tu as ce qu'on appelle un call diag. Le call diag, ça te permet de pouvoir rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse établir ensemble une stratégie. Cette stratégie va pouvoir te permettre de shooter ton financement, de rentrer dans l'investissement si tu n'es encore jamais rentré en investissement. Bref, les liens sont juste en bas, c'est totalement gratuit et pendant une dizaine de minutes, on échange, toi et moi. D'accord? Donc, parenthèse fermée par rapport à ça. L'approche patrimoniale, ouais, franchement, je t'invite à mettre de l'apport. Déjà, à la base, le bien ne te ramène pas forcément beaucoup de cash flow. Ok, il a une valeur vénale qui est importante. Néanmoins, ce que le banquier veut, c'est de l'endettement. Ce n'est pas de la valeur patrimoniale. En tout cas, pas que de la valeur patrimoniale. Donc, il est important que tu aies également un endettement qui soit allégé afin de pouvoir te permettre de pouvoir rebondir sur d'autres projets. Donc là, dans ce type de projet-là, on met de l'apport. J'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, mais Roméo, moi j'ai envie d'utiliser le levier de la banque et mettre le moins d'apport possible. Très bien, et on en parlera juste après. D'accord? T'oublies pas ça. Il y a l'autre partie. Il y a lorsqu'on cherche une machine à cash. Lorsqu'on cherche une machine à cash, donc un bien qui n'a pas forcément une valeur patrimoniale, mais qui a un grand rendement locatif, qui nous permet de pouvoir du coup générer beaucoup d'excédents, donc beaucoup de cash flow. Là, on va voir sur une approche qui va être différente. On va s'adapter également au banquier, ce que le banquier va dire ou non. Là-dessus, j'attire ton attention et je te le redis encore. En fonction du projet, en fonction de l'environnement dans lequel tu vas être, le banquier, de ton endettement également, le banquier va te demander de ramener de l'apport ou non. Et ça, c'est important, c'est une notion qui est importante à comprendre. Donc, il faut que tu sois prêt à ramener cet apport-là. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a le 110% voulu et le 110% subi. Le 110%, c'est donc le fait de ne pas ramener d'apport, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas cette notion-là. Lorsque tu ne ramènes pas d'apport, parce que tu ne veux pas, ce n'est pas pareil que lorsque tu ne ramènes pas d'apport parce que tu ne peux pas. J'ai encore des clients qui viennent me voir et qui me disent « Voilà Roméo, je ne souhaite pas ramener l'apport pour les frais ». Et lorsque on est en face des relevés de compte, de la situation bancaire, on se rend compte, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas ramener l'apport pour les frais. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à ce qu'on dit et à la manière dont on va agencer les choses. Si tu n'as pas d'apport pour les frais, à toi de trouver une solution afin de pouvoir avoir de l'apport. Surtout qu'aujourd'hui, en 2021, la plupart des banques demandent à ce que l'apport soit ramené dans son intégralité pour les projets. Certaines banques demandent même 20% d'apport, c'est-à-dire que 10% pour les frais de notaire plus 10% supplémentaires. Donc ça, c'est un point qui est important et qu'il faut spécifier également. Donc revenons-en à la machine à cash. En ce qui concerne la machine à cash, lorsque tu vas partir sur l'idée de ne pas vouloir ramener beaucoup d'apports pour faire levier, c'est quelque chose que j'entends et que je comprends.
pour rentrer plus rapidement dans de la rentabilité. Parce que naturellement, si tu mets 10 000 euros d'apport, il faut d'abord que tu te rembourses et ensuite tu commences à être rentable. Là, c'est le premier regard qu'on a de cette situation-là. Là où moi j'ai envie d'attirer ton attention, c'est que, en fait, il n'y a pas d'histoire de se rembourser ou de ne pas se rembourser. Parce que, en réalité, l'argent est dans tes murs au moment où tu mets de l'apport. D'accord? Tu as dépensé, tu as mis de l'apport pour pouvoir acheter ce bien-là. Donc, d'une certaine manière, tu as placé ton argent dans tes murs. Ce n'est pas de l'argent perdu ou totalement perdu. Alors, effectivement, il y a les frais de notaire qui sont perdus parce que tu ne vas pas pouvoir les récupérer, eux, quand tu vas ressortir de ta vente. Et encore là-dessus, j'ai envie de te dire que si tu as fait un bon achat, tu vas largement pouvoir récupérer tes frais de notaire dès le début et ça sans aucun problème parce que la valeur vénale de ton bien, tu l'as acheté en dessous de sa valeur. Donc, faire quelques travaux ou pas vont te permettre de pouvoir le vendre à une valeur qui va être supérieure. Ça, c'est le premier point. Et le second point que j'ai envie de te dire, c'est que lorsque tu ne mets pas d'apport, lorsque tu décides de faire un 110%, ce qu'on oublie de te dire, ou la chose que tu ne remarques pas forcément, c'est que les 5 premières années de remboursement vont être pour et uniquement pour les frais, entre 3 à 5 ans en fonction du taux et de la durée que tu vas avoir. D'accord? Donc ça veut dire que si on fait le calcul, allons sur la base que tu as acheté un bien à 100 000 euros, équivalent 100 000 euros, c'est-à-dire que tu as fait un mauvais coup. Concrètement, tu ne l'as pas acheté à 90 000, tu ne l'as pas acheté à 95 000, tu l'as acheté à 100 000 euros, au prix de la valeur qu'il vaut. D'accord? Donc, en soi, tu me diras, mais je n'ai pas perdu d'argent. Laisse-moi arriver jusqu'au bout, tu vas comprendre que peut-être que si, justement. Que tu décides de vouloir faire un 110% et que la banque décide de t'accompagner. Tu les as, ces 10 000 euros. Tu es conscient que tu as acheté à la valeur actuelle le produit, donc le bien immobilier. Le bien aujourd'hui vaut 110 000 euros. Entre la première année et la cinquième année en moyenne, tu ne vas faire que de rembourser les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de courtage ou les frais de dossier. Mais tu ne vas pas commencer à amortir. Cela signifie quoi? Cela signifie que si tu devais faire de l'arbitrage et donc du coup vendre ton bien pour pouvoir te désendetter et peut-être partir sur une approche patrimoniale, tu risquerais d'être bloqué par la banque. Oui, tout simplement parce que tu vends à perte. Et une banque n'a pas pour vocation d'accepter de céder des biens vendus à perte. Et ça, c'est totalement normal. C'est-à-dire que les 2 premières années, tu vas être à 108 000 euros ou 109 000 euros, peut-être 107 000 euros si tu as eu un taux qui était intéressant sur une durée courte. Là, je parle du taux, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'amortissement, dans les mensualités que tu payes tous les mois, il y a une partie d'amortissement, donc un remboursement du capital, et une partie d'intérêt que tu payes également. Plus ton intérêt va être élevé dans ce genre de cas, et moins ça va être intéressant pour toi. Parce que du coup, tu vas moins amortir et tu vas prendre plus d'années pour pouvoir commencer à amortir la valeur réelle de ton bien. Et il est là le risque de ne pas mettre d'apport. Donc oui, utiliser le levier de l'immobilier, financier, excuse-moi, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas l'inverse. Mais il faut savoir quand il faut mettre de l'apport et quand il ne faut pas mettre de l'apport. Si tu veux à tout prix un bien pour une raison que toi seul sais, parce qu'il ramène beaucoup de cash, mais que tu ne peux pas baisser le prix énormément, mais malgré ça, il ramène quand même pas mal de cash, je t'invite à mettre de l'apport. Je t'invite à commencer à amortir le plus tôt possible. Parce que l'immobilier, c'est de la spéculation. Et tu ne sais pas, dans les années qui arrivent, dans quelle situation tu vas être et le besoin que tu auras. D'accord? Et ce que j'ai tendance à dire à mes clients que j'accompagne, c'est tout simplement la chose suivante. Dans l'immobilier, il y a des choses factuelles, d'accord, et de la spéculation, et des choses fictives. Ce que tu as de factuel, il faut vraiment que tu le tiennes en place et que tu te bases sur ça. Et après, bien sûr, ce qui est de fictif, il faut que tu t'adaptes et que tu prévois ton avenir par rapport à ça. Ce qui est de factuel, c'est que ton bien il vaut 100 000 euros aujourd'hui. Il y a peu de chances qu'il vaille 200 000 euros ou 300 000 euros dans 2 ans ou dans 3 ans. D'accord? L'autre chose qui est factuelle, c'est que si ce bien vaut 100 000 euros, tu demandes un 110 000 euros, donc tu demandes 10 000 euros et donc tu fais un 110%, excuse-moi.
Cela signifiera que, tout simplement, tu auras un crédit qui sera au-dessus de la valeur de ton bien. Ce qui t'empêchera pendant toutes ces années-là de pouvoir vendre. Ce qui va également augmenter ton endettement. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que peut-être que tu avais l'apport, peut-être pas les 10 000 euros, mais une partie, que tu aurais pu mettre et injecter dans ce bien-là. Parce qu'aujourd'hui, cet argent dort dans tes comptes, type livret A, type LDD, sur lesquels il n'y a pas grand intérêt à laisser ça dedans. Donc mieux vaut les mettre dans des murs, mieux vaut les mettre dans l'immobilier, afin de pouvoir baisser ton endettement, afin de pouvoir également être capable de pouvoir vendre à tout moment. Et sait-on jamais, peut-être que tu as pu aussi te louper sur la valeur du bien lorsque tu as acheté. Et à ce moment-là, le fait de mettre de l'apport, ça te permet de pouvoir amoindrir les risques, en fait. Donc, le levier financier, le levier de la banque, oui, mais attention à ne pas trop en abuser. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et je le répète encore, adapte-toi à la situation et arrêtez. Et là, j'en parle au plus large public, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Arrêtez de vouloir faire du 110%. Déjà, c'est pratiquement plus possible aujourd'hui. Donc, arrêtez de vouloir faire du 110% constamment sur de l'immobilier, alors que des fois, les biens sont déjà des biens qui ont été achetés trop au-dessus du marché. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce, à la partager à un grand nombre de personnes, à y mettre tes commentaires juste en bas, afin qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Comme tu as pu le remarquer, mon salon a changé. Bon, à vrai dire, ce n'est pas vraiment mon salon. Là, je me trouve actuellement, je ne sais pas si ça résonne, et si c'est le cas, c'est que je me trouve actuellement dans des locaux. Des locaux que je suis en train de visiter parce que j'ai le plaisir et l'honneur de te dire que je vais faire donc mon premier séminaire. Il y aura les liens qui seront juste en bas également qui te permettront de pouvoir accéder à la billetterie. Il y aura 25 places, pas plus. Donc, premier arrivé, premier servi, en sachant que, bien évidemment, j'ai d'abord averti mes clients et mes clients ont déjà pris soin de prendre leur place. Voilà. Donc, si tu veux assister à ce séminaire où on va parler d'immobilier, comment investir en 2021, comment faire en sorte d'être financé, comment faire en sorte d'être rentable, quelles sont les techniques qui fonctionnent encore réellement dans l'immobilier en 2021, avec des surprises bien sûr. Les liens sont juste en bas. Tu as juste à cliquer dessus, te laisser guider par les liens et tu pourras accéder donc du coup à ta place, bien au chaud, bien tranquillement. Entre-temps ambitieux, je suis impatient de te voir à ce séminaire qui aura lieu en avril. Je n'ai pas encore la date, mais je te dis déjà en avril. De toute façon, sur les liens, tout sera marqué. Et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.